Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des troubles de l'attention chez l'enfant et chez l'adolescent. J'avais déjà fait une vidéo précédente il y a presque un an à ce sujet. Je vous la mettrai en lien à la fin de la vidéo si vous voulez la visualiser ou si vous voulez la revoir si vous l'avez déjà vue. Alors dans cette vidéo, je vais d'abord, on va parler de grandes lignes, de tout ce qui est TDAH, voilà, de neurodivergence. Et on va voir donc les solutions, des cas très concrets, très pratiques, ce que je vois en séance. Et donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour vraiment voir, enfin, je vous propose des solutions pour éviter les médicaments, ou bien pour les réduire, ou pour, voilà, progressivement s'en défaire. Ou bien soit vous êtes dans cette démarche où vous êtes parent d'un enfant ou d'un adolescent TDAH et puis vous voulez que votre enfant aille mieux, même sous médicaments, ça va pas forcément mieux. Ou par exemple, vous voulez diminuer les médicaments, arrêter les médicaments, ou bien vous êtes dans la démarche, vous avez fait un diagnostic avec un spécialiste et euh, vous voulez voir quelles sont les autres options disponibles, les autres alternatives, ou bien vous êtes vous-même aussi TDAH en tant qu'adulte et vous voulez voir aussi ce qui existe comme solution alternative. Voilà, vous êtes intéressé par le sujet. Donc, tout d'abord, voilà, j'imagine que vous connaissez bien le sujet. Donc, j'en ai déjà parlé, comme je disais, dans des vidéos précédentes. Euh, En fait, on parle de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, pour donc surtout pour les enfants et les adolescents, mais il faut savoir que ça existe bien sûr, ce diagnostic chez les adultes et chez les personnes âgées aussi. Donc, quelle est la solution actuelle quand vous allez voir un spécialiste et que vous avez ce diagnostic? Bah, la solution qu'on vous présente la plupart du temps, c'est un ou plusieurs médicaments. Donc, pour traiter l'anxiété, pour traiter l'hyperactivité, l'impulsivité, souvent on a des différences quand même entre les garçons et les filles. Par rapport notamment à l'adolescence, on va avoir des différences hormonales aussi, par rapport au cycle menstruel de la fille, de l'adolescente. Voilà, on va avoir peut-être les troubles qui vont plus se présenter avant les règles. Ça va être plus exacerbé quand il y a une chute d'œstrogène, puisque vous savez qu'en première partie de cycle, chez les femmes, on a donc une montée d'œstrogène jusqu'à l'ovulation. Deuxième partie de cycle, baisse d'œstrogène qui est remplacée par la progestérone. Et donc, chute d'œstrogène avant les règles. Voilà, donc ça, c'est vite récapitulé. Mais bien sûr, tout ce qui est hormones va également, tout ce qui est hormonal, le système hormonal va également influencer tous ces troubles-là. Ça peut exacerber, etc. Alors, bien sûr, vous savez ce que c'est que le TDAH. Donc, on a vraiment ce côté de la dopamine qui n'est pas, il y a un manque de dopamine qui est considérée comme l'hormone dite du plaisir et en fait, il est surtout libéré quand on se sent récompensé, gratifié par quelque chose. Et donc, dans le cerveau, on a ce système d'exécution qui est lié à la dopamine. Et donc, ça va permettre justement plus de concentration, d'organiser mieux les tâches, de faire les tâches jusqu'au bout et de ne pas rechercher tout le temps, en fait, un plaisir immédiat, une gratification immédiate, mais aussi de ressentir l'importance de récompenses dans le moyen terme et le long terme. Et c'est ça, en fait, qui peut poser problème pour vous, parents, par exemple, d'un enfant ou ado TDAH, ou si vous êtes TDAH, si vous avez des troubles de l'attention, bah, c'est ça qui va poser problème, c'est de toujours remettre à plus tard les choses, de procrastiner, de ne pas s'occuper de tâches administratives qui peuvent être voilà, très ennuyeuses, n'est-ce pas? Parce qu'on n'est pas gratifié tout de suite par rapport à ça.
Pour votre enfant, bah, ça va être très concrètement faire ses devoirs, se focaliser en classe, se concentrer, écouter, ne pas interrompre, couper la parole, ne pas, après bien sûr, en fonction des troubles, s'ils sont légers ou sévères, ça va pas être la même chose. Si c'est plutôt un garçon, il va peut-être tout le temps courir partout, être hyperactif, gesticuler, crier. Et bien sûr, après des crises de colère, des tempêtes émotionnelles, un gros chaos émotionnel qui va impacter la vie de famille, ça pose mais bien sûr beaucoup de problèmes. Hein. Donc, d'où ensuite la consultation de spécialistes, de psychologues et de psychiatres, et l'envie ensuite d'aller vers les médicaments pour une solution rapide, parce que l'impact peut bien sûr être très fort dans le quotidien. Voilà, donc j'ai un petit peu résumé tout ça. Donc là, j'ai plus parlé des troubles de l'attention par rapport au TDAH, mais je vous avais j'ai parlé dans une vidéo précédente, je peux également mentionner tout ce qui est neuroatypie. Donc là, en psychiatrie, en fait, on aimait bien une différence entre les troubles de l'attention, plus sur le spectre autistique ou TDAH, qui vont vraiment être impactants. Et c'est un trouble parce que c'est un handicap dans la vie de tous les jours pour l'enfant, l'adolescent ou pour l'adulte. Alors que pour ce qui est neuroatypie, comme les hauts potentiels, HPI, intellectuels, émotionnels, etc., c'est pas forcément considéré comme un trouble, mais bon, encore une fois, hein, il y a plusieurs avis là-dessus. Mais au contraire, ça peut être considéré comme un avantage éducatif, socio-économique, socio-culturel, économique, etc. Donc, on émet une différence par rapport à ces différents troubles. Pour le spectre autistique également, comme vous savez, on peut aussi avoir plusieurs troubles à la fois, être HPI autiste, Asperger, on peut être TDAH autiste, TDAH HPI, on peut tout accumuler. Et là, c'est la grosse fête. Je rigole parce il vaut mieux rire de tout ça. C'est la grosse fête des troubles du comportement. Donc, revenons un petit peu aux choses sérieuses. Moi, ce que je vais aborder là, c'est vraiment le fait que j'émets un gros warning, vraiment de faire attention à tous ces diagnostics qui sont posés, notamment qui dit diagnostic dit que vous êtes, comme vous savez, dans le milieu médical, il y a des choses très positives à prendre, puisque c'est souvent une aide d'urgence, tout ce qui est médical, et donc on en a besoin. Il y a des situations qui sont très difficiles, et donc j'ai cette compassion et je comprends qu'on aille vers tout ce qui est médical, médicamenteux. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on voit un spécialiste dans le milieu médical conventionnel, et ben la solution va être automatiquement des médicaments. Après, bien sûr, il y a des psychologues qui peuvent suivre votre enfant ou vous suivre vous-même, hein, en fonction de qui a le trouble. Mais voilà, il faut savoir que du coup, ça va être la voie médicamenteuse. Et qui dit médicament, c'est comme les antidépresseurs. En fait, le problème, c'est que c'est utilisé de manière temporaire, ça va, hein, si c'est un tremplin pour aller vers autre chose. Mais quand c'est utilisé sur le long terme, eh bien, ça devient une vraie béquille pour votre cerveau. Et votre cerveau, au lieu de trouver un système plus naturel pour développer pour libérer pour développer plus de dopamine, eh bien, il va encore moins savoir comment faire puisqu'il va se reposer sur les médicaments, et donc ça risque de poser encore plus de problèmes par la suite si votre enfant arrête plus tard. Donc, il y a comment dire, une accoutumance en fait qui va se créer par rapport aux médicaments, et qui a un impact sur le fonctionnement du cerveau. Donc, je ne veux pas vous faire peur, mais je préfère que vous soyez conscient
de tout ce qu'il y a autour de ce sujet-là. Alors aussi, une autre chose très importante, c'est que souvent, donc en consultation, quand peut-être que vous l'avez vécu, mais c'est vrai que il y a ce qu'on appelle un effet miroir, c'est-à-dire que vous allez consulter avec votre enfant et souvent vous allez peut-être vous apercevoir que votre enfant a des troubles similaires aux vôtres ou à celui de votre conjoint, de l'autre parent. Donc pourquoi? C'est parce que c'est souvent héréditaire, hein, c'est souvent tout ce qui est haut potentiel, autisme et TDAH, c'est quelque chose souvent qui est héréditaire, donc au niveau génétique, par les gènes, donc ça peut être aussi au niveau des grands-parents, hein. Des fois, on voit que ça remonte à loin. Bien sûr, il y a 60 ans, ce n'était pas diagnostiqué comme maintenant. Et comme on sait, et là je vais en parler, il n'y avait pas les mêmes exigences de la société à l'école euh, par rapport aux enfants, aux études, et aussi au niveau tâches administratives pour les parents, l'utilisation d'ordinateurs, d'écrans, etc. Donc ça, on va en parler, mais c'est tout ce système d'organisation des tâches et de façon de vivre son quotidien qui a bien sûr également un impact énorme par rapport à tous ces troubles. Alors voilà, donc vous allez consulter et vous allez peut-être voir qu'il y a un effet miroir en effet. Donc il y a de l'hérédité, il peut y avoir l'hérédité de la génétique, mais il y a également le côté, comme vous savez, d'éducation, c'est-à-dire comment vous gérez certains traits de personnalité que vous avez, et pareil pour vos parents, les ancêtres, les grands-parents. Comment vous gérez ça dans votre quotidien? Comment vous compensez certaines choses pour vous adapter à votre environnement et à la société? Et cette éducation, comment votre environnement réagit aussi à votre personnalité, et ben tout ça va aussi influer la sévérité des troubles en fait. Donc, voilà, on va en parler un petit peu plus, mais c'est vrai que si vous-même vous aviez un parent qui était TDAH et qui ne le savait pas, mais par exemple pour compenser ces traits-là si c'était plutôt peut-être un homme hyperactif, impulsif, et qui du coup faisait beaucoup de sport, était très sportif, peut-être que du coup vous avez eu cette éducation de faire beaucoup de sport, de faire attention à votre alimentation, d'éviter le sucre par exemple. Peut-être on va voir le sucre, bien sûr, c'est voilà, sucre et écran, c'est un petit peu bateau, on entend souvent, mais c'est vraiment, c'est bien sûr, ça va être très nocif par rapport à tous ces troubles. Donc, il y a des choses qui vont exacerber ces troubles. Donc, c'est sûr que si vous faites beaucoup de sport, que vous avez une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation et que voilà, vous avez plutôt recours au sport plutôt qu'au sucre et à l'alcool, c'est sûr que du coup, les troubles, au lieu de s'exacerber, vont être mieux canalisés, gérés et limite, on ne va pas appeler ça des troubles parce que tout va bien, hein. On parle de troubles quand il y a un véritable handicap dans la vie de tous les jours, mais en fait, comme on va voir, il s'agit souvent de traits de personnalité profonds et donc pas forcément de troubles, mais plutôt une réaction à ce qui est attendu de vous, de nous, de la part de la société et des personnes qui la représentent. Donc le système éducatif, les enseignants, voilà, l'école, les comment dire, les personnes qui ont une certaine autorité dans le milieu médical. Ça peut être aussi d'autres membres de la famille, etc., l'entourage. Donc, toutes ces personnes, il peut y avoir un jugement extérieur de comment on doit se comporter pour être bien intégré dans la société actuelle. Et donc, c'est ça qui va aussi faire que on va dire, tiens, il y a un trouble, etc. Alors qu'il pourrait ne pas y en avoir. Voilà. Donc, j'espère apporter de la clarté par rapport à ce sujet ou bien vous apporter une autre façon de voir les choses. Il y a ça aussi. Ensuite, donc, qu'est-ce que je voulais aborder par rapport à ça? Donc, des choses très concrètes.
c'est-à-dire que bien sûr, voilà, j'ai parlé des séances que moi je fais et ce que je vois par rapport à ces différents troubles et d'où ça peut provenir et quelles sont les solutions. Et bien sûr, la chose numéro un que je vous redis, c'est que c'est sûr il y a beaucoup plus de résultats positifs quand il y a un travail qui se fait sur l'enfant et sur le ou les parents. Ça, c'est sûr comme je vous disais, on voit souvent qu'il y a des troubles similaires, des choses, il y a un effet miroir par rapport à ce qui se passe chez un ou les deux parents. Et donc, bah, il va y avoir tout de suite, on a des conséquences beaucoup plus positives quand il y a quelque chose, une prise de conscience, quelque chose qui se fait aussi au niveau d'un des deux parents, voire les deux. Et là, tout de suite, les conséquences, tout est beaucoup plus aussi rapide parce qu'il y a une compréhension aussi qui se fait, une compréhension plus forte aussi par rapport à la relation avec son enfant. Voilà. Et donc, l'enfant aussi, voilà, il y a quelque chose, une connexion, un mode de communication, de comment on entre en relation avec son enfant qui est beaucoup plus fluide et qui va aider énormément aussi à ne plus avoir ces conséquences négatives de manque de concentration, hyperactivité, anxiété, crise émotionnelle, etc. Tout ce qui a un impact énorme sur la vie au quotidien de la famille. Voilà. Et de l'enfant, du coup, bien sûr. Alors, donc, ce que je voulais d'abord voir avec vous, la première chose dont je vais vous parler, c'est un petit point numérologique. C'est que voilà, j'ai mis un petit peu j'ai noté les points communs qu'il y avait chez les personnes et les adultes et les enfants où je vois ce manque de dopamine qui peut avoir ces conséquences que l'on a citées précédemment. Alors, tout d'abord, en numérologie, quand je vois beaucoup le chiffre 5, ting, le chiffre 5 dans un profil numérologique, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, il y a vraiment un côté, une envie de mouvement, de liberté, d'aventure, de prise de risque, de légèreté, d'avoir du plaisir, du fun, il y a un côté caméléon, il y a vraiment, avec le 5, il peut y avoir cette spontanéité, ce besoin de nouveauté. Voilà. Et ça, on le retrouve beaucoup chez les personnes qui ont cette recherche de dopamine. Et en fait, c'est un besoin qui est très fort. Et si ce besoin n'est pas assouvi dans le quotidien, de plus d'activités sportives, de sport, d'exploration de nouveaux endroits, de découverte de lieux, de voyages, d'activités créatives différentes, voilà. S'il n'y a pas cette stimulation dans le quotidien, et ben c'est là où il peut y avoir euh, l'ennui dans la vie de votre enfant ado ou de vous-même. Il y a un ennui qui est présent et donc pour compenser cet ennui, donc que ce soit à l'école, à la maison ou au travail, si vous êtes l'adulte concerné, et ben du coup, pour compenser cet ennui, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va être manque de concentration, addiction aux écrans, addiction donc pour l'ado au téléphone, à l'ordinateur, aux jeux vidéo. Pour vous, ça va être pareil, hein, addiction aux séries Netflix, addiction au téléphone aussi, à scroller, etc. Parce il y a vraiment un manque d'activité, de diversité dans votre vie, en fait. Et c'est pareil pour l'enfant, en fait. Il va y avoir cet ennui qui va être très fort. Et bon, ça semble être du bon sens, mais je préfère le dire parce que je trouve ça quand même incroyable que, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, que du coup, actuellement, dans le système éducatif actuel,
et aussi du coup dans le milieu médical, on ne remette pas en cause l'environnement, les programmes scolaires, l'activité scolaire, etc. de la journée. Non, on ne parle pas d'un manque d'activité sportive, un manque d'activité culturelle, artistique, créative, un manque d'action, en fait, qui est quand même très évident chez les élèves, les écoliers, hein, qui restent assis à écouter des heures toute la journée, sans bouger, sans mouvement. Voilà, tout ça, on n'en parle pas. Par contre, on donne des médicaments pour que ces enfants puissent rester en place et écouter et rester assis à écouter et à remplir le cerveau. Mais il n'y a pas cette connexion au corps physique et aux parties du cerveau créatif qui a besoin, pour intégrer des connaissances aussi, de choses, d'activités plus pratiques pour rendre plus concrètes ces connaissances. Voilà, tout le côté pratique et créatif artistique. Alors le sport, il est un petit peu plus mis en valeur de nos jours qu'avant, c'est vrai. C'est vrai, plus ces activités du mercredi ou du week-end, si vous avez inscrit votre enfant dans d'autres activités, c'est un petit peu plus mis en valeur, mais c'est vrai que ça va dépendre beaucoup des parents, en fait, et de l'éducation. C'est pour ça que je dis que tout ça, c'est très important. Il y a l'environnement, l'éducation, pas que le côté génétique héréditaire dans tout ça. C'est on, euh, comment on gère en fait ce trait de personnalité. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment quelque chose de profond. Donc là, j'ai pris l'exemple du numéro 5. Quand on voit ce numéro 5 et qu'il n'y a pas à côté du chiffre 1 qui est une stabilité d'énergie, le chiffre 1 qui va apporter une stabilité, ou le chiffre 4. Alors justement, le chiffre 4, c'est un chiffre de stabilité matérielle et donc, là, il peut y avoir d'autres choses qui viennent en jeu, hein. Un enfant, un ado qui a ce chiffre 4 qui est très important dans son thème numérologique. S'il y a des grands déménagements, des grands bouleversements, de changements de lieu de vie, de séparation, des choses assez lourdes, alors que cet enfant, ado, a besoin de sécurité avec un 4, bah là, bien sûr, ça peut être bousculant pour lui et donc, il peut y avoir des réactions fortes de tempête émotionnelle, manque de concentration, etc. Donc là, vous voyez, en fait, ces troubles-là, que l'on dit troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça peut être lié à différentes causes, à différentes sources, en fait. C'est pas juste, on peut pas tout mettre dans la même catégorie. Il y a des causes différentes et donc, il y a des solutions aussi différentes selon chaque enfant, chaque adulte, chaque adolescent. Voilà. Donc, on ne peut pas mettre non plus tout le monde dans le même panier et dire, bon, cet enfant ne reste pas en place à l'école, veut bouger tout le temps, n'arrive pas à se concentrer plus de 10 minutes. Bah, bien sûr, il y a plusieurs raisons et on ne peut pas juste dire, ah, TDAH, on donne tel médicament et c'est la solution. Comme je vous dis, ça peut être une solution d'urgence temporaire parce que c'est très dur c'est pas évident de trouver une solution qui va avoir un impact tout de suite quand on s'y est pas penché plus tôt, par exemple, parce que bah, jusqu'à maintenant, l'enfant réagissait bien, votre enfant était OK avec toutes les situations, et donc ça va des fois vraiment se montrer même plus à l'adolescence, parce que comme je vous dis, s'il y a avec la crise d'adolescence et puis donc les hormones qui jouent et qui chamboulent tout, bah, ça va être, il va y avoir des choses qui vont se montrer plus facilement et plus fortement, avec plus d'intensité. Voilà. Ensuite, donc ça c'était la première chose, je voulais vous donner l'exemple de la numérologie, c'est juste pour vous dire qu'il peut y avoir plusieurs choses dans la personnalité profonde qui fait que cette recherche de dopamine est présente. Donc, par exemple, je vois en astrologie, je regarde dans un thème natal la lune, la vie émotionnelle,
et la planète Mars, qui est le pouvoir d'action. Et on regarde un peu cette relation entre la Lune et Mars dans un thème qui peut aussi en dire beaucoup. Si j'ai une Lune en bélier, avec du bélier dans le thème de quelqu'un, il peut y avoir en effet cette impulsivité, cette spontanéité, avoir agressivité, de voir que les choses, de vouloir avoir plus d'impact immédiat. Donc, ça va être dur pour cette personne bélier d'avoir beaucoup d'autorité au-dessus d'elle pour un enfant. D'avoir cette autorité parentale, plus à l'école, de pas bouger, de devoir vraiment se plier à toutes les règles pour un bélier, voilà, qui a besoin de se défouler, qui a besoin de s'exprimer et de beaucoup bouger, de beaucoup de mouvements. Si après, en plus, ce Mars, pouvoir d'action, est dans un signe qui n'est pas forcément évident pour Mars, par exemple, dans le signe de la balance, le signe opposé de la balance qui est un pouvoir d'action qui est très harmonieux, tranquille et pas forcément tranché pour un Mars, ou Mars dans le signe du cancer, c'est pas très évident non plus parce que ça va remuer beaucoup d'émotions et beaucoup de frustration. Voilà, il peut y avoir beaucoup, avec ces positions de Mars, de frustration intérieure qui fait que ça monte et l'enfant a envie d'exploser parce il y a une façon d'agir qui n'est pas forcément adaptée. Et donc, il va y avoir besoin encore une fois, de canalisation par le sport, par des activités artistiques, créatives, pour mieux canaliser cette énergie du Mars, hein, de Mars. D'avoir des discussions, par exemple, avec les adultes, avec vous, après manger. Ça, je le dis souvent. Et encore une fois, il y a beaucoup de bon sens qui ressortent. Alors, je sais que c'est quand on est dans la situation hein, avec ses enfants et qu'il y a des crises, etc., ça peut faire remonter beaucoup d'émotionnel et c'est pas évident d'avoir ce bon sens. Et c'est pour ça que c'est important de voir des thérapeutes pour justement être aidé dans ces moments-là. Mais c'est vrai que, par exemple, pour calmer les émotions. Donc, comme vous dit, la Lune, elle est bien placée, elle, dans le signe du cancer ou un signe plus d'eau, tranquille, qui va mieux gérer ses émotions. Et il y a d'autres signes, ça va être plus dur de gérer ses émotions. Donc, tout ce qui est son pouvoir d'action, les émotions, c'est ce que je vais regarder surtout. Après, on a aussi les planètes, tout ce qui est le signe de terre, hein, par exemple, l'élémentaire, quand il est très présent dans un thème, il peut y avoir aussi pas mal de frustration, en fait, et un espèce d'envie de perfectionnisme, de faire les choses avec méthode, avec perfection, qui peut aussi créer beaucoup de frustration chez vous ou chez l'enfant, chez l'adolescent, qui ne trouve qu'il ne fait pas bien les choses, etc. Ou si les adultes, s'il n'a pas des bonnes notes, on lui reproche de faire des choses alors qu'il est déjà perfectionniste en lui, ça peut, ce désir de perfection peut aussi en fait créer pas mal de rigidité en lui et donc avoir des réactions excessives. Voilà, par exemple. Donc ça, je vais voir avec le signe surtout voilà, de la Vierge, par rapport à l'organisation, à la méthodologie. On peut aussi voir avec le signe Capricorne, où il y a, je vous parle d'un thème en général, hein, je ne vous parle pas que du soleil. Hein. Il faut regarder son thème dans son intégralité. Mais le Capricorne qui peut aussi avoir beaucoup d'ambition et se mettre beaucoup de limites. Et donc, des fois, un trop plein de limites a besoin un petit peu de folie dans sa vie et donc de cette recherche de dopamine de manière différente. Voilà, d'envie de prendre des risques, etc. Parce que trop, justement, de règles, c'est pour casser un petit peu ce côté trop droit et trop soumis aux règles. Donc, ouais, et donc, il y a vraiment des configurations différentes, je vous dis, selon chaque personne. Donc, comme je vous disais, par rapport, il y a beaucoup de bon sens aussi à avoir, hein, de parler à surtout par rapport aux hormones,
On va avoir des discussions avec ces enfants une fois qu'on les a nourris, qui sont voilà, plus calmes, qui n'ont pas faim, etc. Ça paraît tout bête, mais combien de fois j'entends des parents qui ont des crises avec leur enfant et ça se passe souvent avant le repas, avant qu'ils aient mangé, parce qu'ils essaient d'aller dans des discussions ou des choses, d'amener des discussions, etc., avant le repas, ou bien aussi juste en rentrant de l'école, alors qu'ils ont une journée comme ça, donc avant une activité sportive. Voilà, il faut choisir ces moments. Et donc, très important, laisser un petit peu de temps à son enfant de se ressourcer, de se lâcher, de retrouver la connexion à son foyer, à sa maison en rentrant de l'école, de donner quelque chose, un encas, un fruit, du sucre lent, quelque chose qui n'a pas trop, qui n'a pas de sucre. Voilà, on évite le sucre au maximum, enfin, le goûter gâteau plein de sucre, on évite, parce que ça va faire comme ça et hop, après ça va retomber direct et ça peut, chez beaucoup d'enfants, créer, comme on sait, l'hyperactivité. Donc ça, c'est autre chose aussi de bon sens, mais d'éviter de l'alimentation, de focaliser sur l'alimentation, ça peut aider énormément les enfants qui sont en pleine croissance et qui ont des fois des fringales, des trucs qui font que émotionnellement, ça peut jouer aussi dans leur réaction. Et donc, voilà, attendre qu'ils aient mangé, qu'ils se soient posés, voir qu'ils aient fait une activité sportive ou artistique ou quelque chose. Et après, ils vont être beaucoup plus apaisés. Et s'il y a des conversations à avoir avec eux, une connexion à faire, voilà, c'est à ce moment-là. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps, comme on sait. C'est ça le gros problème et dysfonctionnement dans nos sociétés, c'est que on a des parents qui travaillent à plein temps avec des emplois du temps chargés. Du coup, les enfants aussi, ils ont des longues journées et qui peuvent être aussi très fatigués. Et donc, le soir, il n'y a pas beaucoup de temps pour tout faire, les d'autres activités que les études, des repas en famille, plus connectés, discuter. Voilà, on sait qu'il y a un manque de temps et ça, c'est vraiment une des grandes raisons, ce manque de temps, de connexion en famille entre parents et enfants, c'est sûr, pour se ressourcer, pour être au calme, etc. En plus, l'enfant va souvent réagir au stress du parent aussi, puisque les enfants sont sensibles et peuvent aussi être des éponges par rapport à ça, donc ils vont sentir le stress du parent aussi. Donc, comme je vous disais, il y a aussi l'effet miroir. Donc, aussi euh, aux parents de quand ils rentrent de vous, en fait, vous ressourcez d'abord, vous calmez, aussi prendre un peu de temps pour vous avant d'essayer de connecter avec votre enfant complètement. Il y a tout ça vraiment, des petites choses à mettre en place dans son quotidien qui aident énormément. Voilà, c'est pour ça que je le redis. Je le dis en séance, mais je pense que il faut le répéter parce que c'est souvent les tempêtes émotionnelles avec les enfants et les ados arrivent souvent juste quand ils arrivent de l'école ou que les parents arrivent du travail sans s'être reposés avant, juste avant manger, quand tout le monde a faim et que c'est la panique à bord, dans des moments en fait où là pour le coup c'est le cortisol, le stress qui est à bloc et les hormones, tout ça, ça joue énormément comme on sait sur les émotions. Ensuite, je voulais vous parler aussi des soins énergétiques. Alors, là, c'est quelque chose que j'aime bien par rapport aux soins énergétiques que je fais, autant donc sur les adultes que sur les enfants et les adolescents. Ce qui ressort le plus souvent par rapport à ce type de trouble, c'est souvent un manque d'ancrage. Donc, encore une fois, c'est beaucoup de bon sens, mais c'est bien de le répéter. Pourquoi? Je le redis, c'est que souvent, à passer toute la journée à remplir le cerveau de connaissances et sans forcément bouger, être connecté à son corps physique, etc. Et beaucoup de temps sur le téléphone, sur les écrans, et ben, qu'est-ce que ça fait?
ça fait beaucoup de charges électromagnétiques qui a cette action négative sur le cerveau et sur les émotions. Et également, du coup, ça crée un manque d'équilibre du corps énergétique et d'ancrage, où en fait, moi, je vois en séance des enfants qui sont trop dans leur tête et qui sont pas du tout connectés à leur corps et à la terre. Donc, qu'est-ce qui est bien sûr, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, bien sûr, je sais qu'il y a toujours ce côté emploi du temps qui est très présent, qui peut être chargé et donc c'est pas toujours évident de trouver le temps, mais l'idéal, bien sûr, en tout cas, si ça peut pas être fait le soir, mais en week-end, le mercredi, en week-end, c'est cette connexion à la nature, d'aller dehors, de faire des balades en nature, d'être dehors le plus possible pour vraiment se connecter à la terre, en fait, hein, tout simplement. Et donc d'être connecté plus à son corps. Alors ensuite, bien sûr, les activités, comme je vous disais, sportives, il y en a, encore une fois, selon l'enfant, il y a certaines activités sportives qui vont être plus avantageuses que d'autres. Hein, donc le judo, les arts martiaux pour certains enfants qui ont besoin de canaliser un trop plein d'énergie à l'intérieur d'eux. Ça va être le cas de pas mal d'enfants hyperactifs. Après, ça peut être des activités plus plaisir, VTT, voilà, en nature aussi, qui vont vraiment permettre cet ancrage. Petite balade en forêt, en vélo, les choses comme ça. Des sports d'équipe aussi pour vraiment interagir avec les autres et donc éviter ce côté d'être tout seul face à son écran, mais d'avoir plus de contact avec les autres. Ça va vraiment aider au niveau sociabilité. Et puis les activités, comme on sait, créatives, artistiques, qui peuvent vraiment aider à se connecter à son corps, donc à faire des choses avec ses mains, du dessin, de la poterie, toutes ces choses-là sont très très importantes. En fait, il s'agit vraiment de trouver cet équilibre de notre corps physique énergétique entre l'ancrage à la terre, et en plus on enlève toutes les charges électromagnétiques des écrans, et ensuite de la connexion à notre source d'énergie vitale. Hein, donc c'est vraiment, donc ça je vais en parler à la fin de cette vidéo. Ça c'est très important. Pour moi, c'est le truc numéro un. C'est pour vraiment qu'il y ait toute cette décharge mentale, du trop-plein mental et cérébral lié à l'éducation, aux études, voilà, aux journées qui sont pour moi pas forcément équilibrées dans le système éducatif actuel. Il faut vraiment compenser avec ce lâcher-prise par rapport à cette activité cérébrale. Et ce lâcher-prise, comment il se fait? Alors là, je parle autant pour les enfants, ados et adultes. Il se fait par la connexion à la terre, donc des activités vraiment où on bouge, on est en mouvement connecté à la terre, et à cette connexion spirituelle, où du coup, on n'est pas tout le temps dans sa tête au niveau de la dimension mentale, mais on laisse ce flux d'énergie vitale venir par notre propre source, en fait, d'énergie. Et là, ça se fait vraiment au niveau connexion au monde spirituel. Donc ça, je vais en reparler ensuite. J'espère que ma vidéo est pas trop longue aujourd'hui. Ouais, je parle, mais j'essaie de condenser tout ça. Alors, je termine du coup avec les séances que je fais dans les archives akashiques par rapport aussi à ces troubles qui sont vraiment, qui apportent beaucoup, beaucoup de clarté et de conscience sur ce qui se passe. Alors, encore une fois, ça va concerner surtout des personnes, enfants ou adultes, qui ont ce centre énergétique que j'appelle centre énergétique de tout ce qui est dimension physique. Quand ils ont ce centre énergétique en priorité, en majorité, ça veut dire que si c'est votre cas, vous allez recevoir votre source d'énergie vitale à travers cette connexion au monde physique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, en fait, vous êtes très kinesthésique, donc vous ou votre enfant, encore une fois. Il y a beaucoup de kinesthésie, donc
de sensations et de ressentis qui passent à travers le corps. Et donc, vous ressentez beaucoup de choses à travers votre corps. Il y a encore une fois cette importance du mouvement et de la tangibilité dans votre vie et celui de votre enfant. Donc, il y a un besoin de faire des choses tangibles, d'avoir un résultat immédiat ou proche quand vous faites des choses. Comme je vous disais, du bricolage, des choses avec vos mains. Vous avez vraiment besoin, en fait, de sortir de votre tête, de bouger, d'être en mouvement, d'explorer des nouveaux environnements physiques, voire de voyager. Il y a vraiment ce besoin de stimulation physique pour ce type de personnes qui ont ce centre d'énergie-là. Ensuite, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Si vous ou votre enfant, vous êtes trop dans votre tête, eh ben, il va y avoir cette forte attraction à l'intensité des sensations fortes, de recherche de sensations fortes pour retourner à son corps, hein, et pour avoir cette dopamine. Donc, ça va être attirance par des sports extrêmes, attirance par des substances, des addictions. Voilà, pour vraiment essayer de sortir de sa tête. Mais comme on sait, après, quand c'est quelque chose qui n'est pas sain ou équilibré, bah, au lieu que ce soit constructif, il va y avoir bien sûr beaucoup de conséquences négatives par la suite. Ensuite, l'autre centre d'énergie que je vois beaucoup avec ce type de trouble, c'est le troisième centre d'énergie, qui est le centre d'énergie en fait où vous ou votre enfant, vous recevez cette énergie vitale en faisant des activités qui vous procurent une sensation d'ordre, de process qui est en fait voilà, où les choses sont ordonnées, où il y a de la paix, de la sérénité dans ce que vous faites, vous ou votre enfant, hein, bien sûr, vous ou votre enfant. Et donc, encore une fois, il y a un besoin, donc cette fois-ci, d'activités où il y a des méthodes, des processus qui sont très ordonnés à la suite. Donc, ça peut être des tâches, comme je vous dis, sportives, ou ça peut être faire de la cuisine, de la pâtisserie en suivant une méthodologie bien précise, et avoir ce sens d'accomplissement, en fait, d'avoir fait des choses de manière ordonnée où il y a un besoin d'ordre dans son environnement physique, dans sa chambre, dans sa maison. Euh, Besoin de faire des activités voilà, qui donnent cette envie d'ordre. Donc ça peut être faire des maquettes pour les enfants, des Legos, toutes ces choses-là. Ils vont être attirés par ça et il y a un grand besoin d'en faire tous les jours pour vraiment avoir plus d'énergie et que cette énergie soit plus canalisée et constructive. Là, je vous ai donné des petits exemples, mais j'essaie de résumer tout ça. Et je vais donc finir par ça c'est très important, je vais finir là-dessus, par les différents systèmes d'organisation, puisque notre société, l'école, encore une fois les spécialistes, vont beaucoup mettre l'accent sur qu'est-ce qui est ordonné, comment faire des tâches, comment s'organiser, comment être concentré, etc. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Donc là, voilà, c'est pour ça que je mets un gros warning là-dessus. Pourquoi? Parce que tout ce qui est système d'organisation linéaire est souvent valorisé et privilégié dans notre société. Donc, c'est-à-dire que la personne qui organise les choses très en avance, un an à l'avance, ses vacances, sa façon ses activités. Euh, voilà, on a un système, même à l'école, comme on voit, qui est très linéaire, très organisé à l'avance, dans beaucoup d'entreprises également. Et donc, on va privilégier ce système-là, mais moi, ce que je vois dans les archives akashiques, c'est que tout le monde n'a pas cette façon de fonctionner et de s'organiser, cette façon linéaire. Donc, les personnes qui sont linéaires, bah, du coup, le système éducatif actuel va être très aligné pour eux, puisque ça suit ce processus-là de comment est organisé donc, le système de contrôle, de test, de contrôle des connaissances et donc est sur ce système linéaire. Mais il y a des personnes
qui ont un autre système d'organisation, qui est un système d'organisation organique. Ça veut dire de comment elles vont faire les choses, donc autant enfants, ados hein, que adultes, encore une fois. Ça va être une façon de s'organiser qui est beaucoup plus spontanée, avec un besoin de diversité et de liberté dans son planning qui est très important. Sinon, l'ennui s'installe et du coup, manque de concentration, qui n'arrive pas à faire les tâches, etc. Donc ça, c'est très important puisque si votre enfant est comme ça, bah, il va vraiment avoir du mal euh, à, à voir les choses trop en avance. Et si tout est organisé, il va avoir peut-être une sensation d'étouffement et de manque d'intérêt pour faire les choses. Et alors que sa force, c'est vraiment de faire les choses au fur et à mesure comme elles viennent. Alors, ok, c'est pas évident de, euh, de s'adapter dans le système actuel. C'est pour ça que je vous dis que beaucoup de troubles d'attention ou de tout ce qui est neuroatypie, neurodivergence, etc., il y en a beaucoup viennent du fait de notre société actuelle qui est très dysfonctionnelle et qui ne prend pas en compte les différences et qui veut que tout le monde, tous les enfants, tous les adultes soient pareils, linéaires, qui aient des capacités à étudier en étant déconnectés de leur corps et du monde physique. Voilà, ce sont des, comment dire, ce sont des exigences qui, en fait, créent ces troubles. Voilà, moi, c'est ma vision des choses. Donc, les personnes qui, comme vous ou comme votre enfant, sont peut-être, hein, je ne dis pas tout, que c'est forcément ça, mais ça peut être une autre piste, ont une organisation plus organique, et ben, du coup, ça va aussi impacter leur façon de se concentrer, de s'organiser, etc., et créer de l'hyperactivité parce qu'il y a un ennui très profond qui s'installe. Après, une troisième façon de s'organiser, c'est ce que j'appelle une méthode d'organisation systémique, où en fait, on va passer d'un système à un autre. Donc, on va se concentrer sur par exemple, tout ce qui est tâches à l'école d'un coup. Après, on va ensuite aller un petit peu vers tâches au niveau de la famille, par exemple, ranger sa chambre ou, là, je parle pour votre enfant, hein, vider le lave-vaisselle, mettre la table. Ensuite, on va retourner vers un truc d'école. Ensuite, on va aller d'un système à un autre. Donc, pardon, pour certaines personnes à l'école ou pour un parent qui n'est pas comme ça, qui va être peut-être plus linéaire ou organique, cet enfant-là va paraître vraiment multitâche et peut-être désordonné parce qu'il fait un petit peu ci, un petit peu ça, sans aller jusqu'au bout, sans finir, mais il va y revenir plus tard. C'est peut-être aussi votre cas. Donc, encore une fois, parce que cet enfant n'est pas linéaire à faire une tâche du début jusqu'à la fin, on va le considérer comme désorganisé, problème d'attention, de concentration, etc. Alors qu'il s'agit juste d'une façon différente de s'organiser et de voir les choses et de faire les choses et d'être motivé. Voilà. Donc la motivation, la façon d'être et la façon de faire va avoir un impact énorme sur ces troubles-là. Je voulais vraiment vous porter votre attention là-dessus. Et donc, je vais finir sur ce sujet pour l'instant, mais n'hésitez pas à regarder mon autre vidéo que j'ai fait il y a environ un an là-dessus, sur ces troubles de l'attention. Je voulais vous dire que justement, par rapport à tout ça, la connexion spirituelle est très importante, autant chez les enfants que chez les adultes. Et souvent, bah, ce sont les parents qui vont euh, amener les enfants dans cette direction et les aider dans ce lâcher-prise. Alors, il y a un besoin, voilà, de connexion spirituelle, mais comme je vous dis, ça doit être équilibré avec une connexion à l'ancrage, à la terre, au monde physique, pour être bien dans son corps, bien dans sa peau. Et cette confiance-là, ce lâcher-prise, euh, on l'atteint justement avec cet équilibre et pour pas être dans cette dimension mentale tout le temps dans son cerveau. Et c'est ça qui va créer de l'anxiété, un manque de concentration, voire des états dépressifs, etc. C'est quand on n'est pas connecté entièrement à son corps, au monde spirituel et à la terre.
Donc cet équilibre-là, il est vraiment très très important et c'est vraiment la clé en fait de sortir de tous ces troubles et que la famille puisse vivre plus paisiblement. C'est vraiment ça le secret. Et là, je ne vais pas en parler, mais vous avez une petite idée si vous regardez mes vidéos. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, en fait, de cet équilibre de connexion entre l'énergie de la Terre, la connexion spirituelle, et du coup, on est dans l'énergie du cœur qui arrive à connecter entre les deux, et c'est là où on peut trouver son équilibre et cette confiance en soi. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue dans cette vidéo, et n'hésitez pas à m'écrire un email si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je fais, si vous voulez avoir de l'aide pour vous ou pour votre enfant. Et puis voilà, ben je ferai une autre vidéo là-dessus en tout cas, parce que je sais que c'est un sujet euh, qui, voilà, qui est très, comment dire, qui soulève beaucoup de thèmes différents, donc c'est pas évident de l'aborder dans une seule vidéo. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée si vous me visionnez le soir, et je vous dis à très bientôt.